Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un webinaire dont j'avais depuis très longtemps annoncé l'arrivée. Un webinaire dans lequel on va parler d'astrologie, de thérapie, de guérison. On va aussi parler d'amour avec toute une partie sur ce qui fait qu'on tombe amoureux, ce qui est visible dans l'astrologie et ce qui est tangible, on va dire, dans la réalité. On va parler de tout ça avec Vanessa Chamonal, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, je vais vous mettre les coordonnées de la chaîne juste en dessous. C'est une astrologue formidable qui a une approche extrêmement humaine et on s'est trouvé beaucoup d'affinités dans notre manière d'aborder les choses. Elle, dans sa manière d'aborder l'astrologie, qui est sa discipline principale, et moi, dans ma manière d'aborder l'accompagnement et les accompagnements que je propose. Donc, je pense ne pas faire une introduction trop longue parce que vous allez le voir, la vidéo est assez longue. On est deux personnes bavardes. Alors pour ceux qui souhaitent ne consulter que la partie qui les intéresse, j'ai mis là aussi dans la barre d'infos le chapitrage. Il y a une introduction dans laquelle on va surtout parler de finalement qu'est-ce que c'est que l'astrologie. On fait un petit point historique. Qu'est-ce que c'est que les thérapies, quel est le but aussi d'un travail thérapeutique. Voilà, on a fait une grosse introduction où on pose pas mal de questions. Et puis ensuite, on va voir tout l'aspect relationnel. C'est cet aspect-là qui va, je pense, plus peut-être vous intéresser sur cette chaîne-là. L'aspect amoureux, comment on gère, on appréhende le lien amoureux, l'interaction amoureuse par le biais de l'astrologie et aussi par le biais de la systémie. Évidemment, donc on va parler de tout ça et puis ensuite dans une longue conclusion, on parle de ce travail de guérison, de comment on fait finalement pour agir, créer son futur, créer son destin, si tant est que le destin existe, en tout cas comment on fait pour créer sa suite et devenir un peu acteur de ce qui se passe et surtout d'obtenir ce que l'on veut, comment on change des situations qui ne nous semblent pas heureuses, en tout cas qui ne nous rendent pas heureux, et comment on agit aussi dans la sphère du couple et de la relation. Voilà tout un programme. C'est une vidéo qui est plutôt longue et riche, donc n'hésitez pas à commenter. Je rappelle, je le redis en fin de vidéo, mais je vous le redis là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez à présent me consulter en cabinet à Paris. À la fin de la vidéo, je vous fais un petit récap de ce que je propose. L'accompagnement systémique amoureux, comment gérer vos relations, que vous soyez en couple célibataire, dans une relation complexe ou dans une relation type flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette dynamique singulière entre vous deux, comment ça se passe, qu'est-ce qui se joue entre vous et comment faire avancer les choses, comment faire avancer l'histoire, si elle peut avancer. Je vous reçois de manière individuelle ou en couple, si vous êtes en couple. Je propose aussi toujours la cartomancie avec la tarologie, qui va être un merveilleux support d'introspection, de compréhension de ce qui se passe en soi, toujours encore pour mieux avancer vers les événements. Et puis, je propose également de l'hypnose pour ceux qui souhaitent se libérer de tout ce qui les encombre. Voilà, je vais faire court et je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très bientôt et bel été pour ceux qui partent en vacances. À très vite. Bon, bah c'est parti. Bonjour Vanessa. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Eh ben, très bien, je suis ravie de te retrouver pour ce petit webinaire. Oui, moi aussi. Aussi bonjour à tous, bonjour Bonjour. à ceux qui connaissent la chaîne de Vanessa et ceux qui connaissent la mienne. Je crois qu'on mettra en barre d'infos les informations sur nos chaînes, sur ce qu'on fait. Et puis, on se présentera un petit peu plus tard dans la vidéo et on vous proposera aussi de connaître nos disciplines à l'une et à l'autre, la manière qu'on a de les utiliser. Et justement, on a eu envie avec Vanessa il y a quelques temps de faire ce petit webinaire où on allait justement mettre en parallèle et faire dialoguer nos deux disciplines qui sont l'astrologie pour elle et la thérapie pour moi, alors divers champs thérapeutiques. On va le voir. Et pour démarrer, il y a quelqu'un qui est un psychanalyste assez connu, qui est connu aussi bien par les astrologues que par les gens qui s'intéressent à la thérapie, qui a lié déjà ces deux disciplines. Il s'agit de Carl Jung. Et je crois que pour une entrée en matière dans ce webinaire, moi, j'avais très envie de parler de lui. Et
Je pense que ça te va aussi, Vanessa. Qu'est-ce que tu en penses? Parfaitement, parfaitement. Vas-y. Alors, Carl Jung, c'est quelqu'un qui a pratiqué la psychanalyse, hein, c'est un des pères de la psychanalyse. Pour lui, il voyait l'astrologie, les planètes, comme des archétypes, comme des symboles de ce qui pouvait influencer ou représenter une sorte de pouvoir inconscient. D'ailleurs, il le dit, votre psyché est le souffle du cosmos, c'est-à-dire qu'il y aurait un rapport entre ce qui nous détermine, ce qui nous influence peut-être, ce qui nous constitue en tant qu'être humain, mais être humain dans un monde plus grand, hein, c'est-à-dire on n'est pas tout seul dans son coin, on est vraiment englobé dans quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ça hein, que dit Carl Jung, et c'est ça que représente l'astrologie. Et en même temps, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut quand même de manière humaine l'appréhender, le travailler par le biais d'un travail sur soi, de thérapie, de connaissance de son conscient et aussi de l'inconscient. D'ailleurs, la psychothérapie, hein, c'est la thérapie de la psyché, c'est la connaissance de la psyché. Donc voilà, finalement, le lien entre astrologie et thérapie, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et du coup, je te laisse la parole, Vanessa, pour un D'accord. petit peu parler de l'astrologie. D'accord. Alors, en fait, je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est l'astrologie, d'où elle vient et les questionnements que l'astrologie pose, parce que c'est ça qui va nous intéresser plus que de rentrer dans la technique en particulier de l'astrologie. Ça va être de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'être astrologue, qu'est-ce que c'était au départ d'être astrologue. Donc, si on reprend l'histoire de l'astrologie, on sait que ses prémices remontent environ à 4000 ans avant Jésus-Christ, que l'astrologie naît en Mésopotamie. Mésopotamie qui est en fait la région actuelle où se trouve l'Irak. Hein. Et donc, à cette période-là, les personnes commencent à regarder le ciel et en regardant le ciel, elles se rendent compte que parfois, il y a des phénomènes qui ont lieu dans le ciel et de manière presque comme une synchronicité, on a un événement qui se déroule sur la Terre. Donc, sans entrer dans un rapport de causalité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas penser que ce qui se passe dans le ciel influence directement ce qui se passe sur la Terre, ils vont plutôt voir ça comme un miroir, c'est-à-dire ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, il y a une éclipse, parce que c'est avec les éclipses hein, surtout qui vont démarrer, c'est ce qui est le plus visible, donc c'est ce qui se passe aussi sur leur tête, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de calculer quand aura lieu une éclipse. Donc, les seules éclipses dont on parle à cette époque-là, en Mésopotamie, c'est les éclipses qui ont lieu au-dessus de notre tête, hein, c'est-à-dire là, en l'occurrence, au-dessus de l'Irak actuel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont se poser la question, comment ça se fait que quand il se passe quelque chose dans le ciel, eh bien, on a aussi un événement qui se déroule, le même type d'événement qui va se dérouler sur le plan terrestre. Donc, la réponse qu'ils vont donner, la première réponse qu'ils vont donner, c'est qu'en fait, le ciel, eh bien, avec ses étoiles, ses constellations, ses mouvements stellaires, etc., c'est un langage, en fait, que les dieux, puisqu'on est dans une période polythéiste, que les dieux nous ont transmis et que l'on a à décrypter. Hein, donc, on est tout de suite quand même dans l'idée d'un langage crypté hein, qu'il va falloir comprendre et apprendre, et que c'est donc un langage que les dieux nous ont donné et qui vont nous permettre qui permettent aux dieux de communiquer avec les humains et de leur envoyer des signes. Donc ça, c'est très important de comprendre que dans cette astrologie-là, des débuts, hein, ce qui se passe dans le ciel, ce n'est pas un champ magnétique planétaire qui va nous influencer, on n'est pas dans ce rapport de causalité, mais on est dans un effet miroir, dans un effet symbolique, c'est-à-dire qu'on a des signes et il nous suffit d'apprendre le langage de ces signes et on va pouvoir comprendre ce qui se passe sur la Terre. Et ce langage-là, nous permettrait de nous guider. Donc, les dieux nous serviraient ce langage-là
pour nous guider. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite de ce qu'on dira tout à l'heure, mais je voulais vraiment commencer avec ça, puisque pour moi, c'est vraiment un fondement premier qu'on va retrouver, parce qu'on n'est pas du tout dans l'astrologie, même pas dans vraiment les prémices de l'astrologie occidentale moderne ici, qui va arriver plus tard avec la période hellénistique, donc plutôt qui va vraiment se développer à peu près un siècle avant Jésus-Christ et qui va poser d'autres questions intéressantes. Donc, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Donc, je vais essayer de vous faire un partage d'écran pour vous montrer un thème, pour ceux qui n'ont jamais vu de leur vie un thème. Alors, pendant que tu fais ton partage d'écran, Oui. moi, je voudrais juste rebondir sur deux choses qui sont extrêmement importantes que tu as dites. Oui. Tu parles de synchronicité et d'effet miroir, hein, que Oui. finalement, ce qui se passe sur Terre, c'est en miroir avec ce qui se passe dans le ciel. La synchronicité, c'est d'abord ce qu'il y a de commun à deux événements. Deux événements qui se reflètent l'un dans l'autre, ils vont dans le même sens. Il y a une autre chose aussi que je voulais soulever quand tu parles de l'astrologie et du fait que ce soit un langage crypté à décoder et qui permet de la compréhension, de l'apprentissage. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver avec la cartomancie, le tarot. Exactement. Parce que finalement, le tarot, d'ailleurs, souvent hein, dans le tarot, il y a de grandes références à l'astrologie. Hein. Oui, il y a le zodiaque, il y a les planètes, etc. Mais tu as raison de parler du tarot, parce que quand tu tires une carte du tarot, si par exemple tu tires, je ne sais pas, l'arcane 13, on va dire l'arcane 13, l'arcane sans nom, et imagine, je ne sais pas, hein, ton chat meurt le lendemain, par exemple, tu ne vas pas penser que la carte a influencé la vie de ton chat. On est bien d'accord. Il y a une synchronicité, en fait. Bon, c'est un peu le même système avec l'astrologie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va influencer, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Après, chacun est libre d'en penser autre chose, mais ce n'est pas forcément la planète qui va nous influencer, parce que parfois, il y a des personnes qui me disent oh là là, vivement que, je ne sais pas, Pluton arrête, je ne sais pas ce qu'il a avec moi, il m'en veut, etc. Non, les planètes ne nous en veulent pas, n'en ont absolument rien à faire de nous, elles font leur course tranquillement, et puis, bon, voilà, on peut essayer d'y décrypter quelques messages, des messages de synchronicité. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'en fait, ça pose la question de est-ce que c'est un art, l'astrologie, parce qu'on me parle de science. Pour moi, on n'est pas dans une science, on est plutôt dans les arts divinatoires, même si c'est un art, une discipline qui est extrêmement élaborée, qui a des prémices scientifiques, etc., parce qu'on se base quand même en partie sur l'astronomie, mais ce n'est pas pour moi une science à part entière. C'est vraiment un art divinatoire. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je sais qu'on est extrêmement bavarde, donc je vais faire attention. Voilà. Donc là, on a une carte avec l'ascendant ici. On a des planètes qui sont positionnées, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune, Neptune, etc. Mars ici. Hein. Donc, ça représente justement, c'est mon outil en fait. Hein. C'est l'outil des astrologues, c'est celui sur lequel on va se baser pour pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce thème que je vous montre? Ça représente justement la photographie du ciel au moment où vous êtes né. C'est-à-dire que c'est vraiment précisément à l'endroit où vous vous trouviez au moment de votre naissance. Ça dépend de votre lieu de naissance, ça dépend de l'heure de naissance. Donc, précisément à cet endroit, à ce moment-là, à cet instant T, eh bien, au-dessus de votre tête, vous aviez une certaine configuration planétaire qui est représentée et décrite comme ça par ce thème que vous avez sous les yeux. Ce qui veut dire que au moment où vous naissez en même temps que votre thème naît. C'est-à-dire que vous donnez vie à ce thème en même temps que, d'une certaine manière, il va indiquer certaines choses de votre vie. Je vais y venir. Donc, on parle vraiment d'une photographie du ciel
à un instant précis. Évidemment, c'est une photographie. Donc, si je vous photographie aujourd'hui, vous n'allez pas rester figé pendant toute votre vie comme sur cette photographie. Vous allez continuer à vivre. Bon, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que votre thème, c'est une photo à un moment donné qui a une influence particulière parce que c'est comme s'il comprenait un peu l'espèce de jaillissement. C'est votre naissance, donc il a un potentiel en fait en naissant qui est extrêmement important. Mais ce potentiel va s'actualiser tout au long de notre vie. Donc, ce ciel ne va pas rester figé. Les planètes vont continuer à bouger. On en parlera tout à l'heure. Donc, ça, c'est important à comprendre. C'est qu'en fait, on a notre carte natale en astrologie correspond à une configuration particulière à un instant T, à un lieu donné. Qui n'est pas unique, parce qu'on pense souvent qu'on a chacun un thème qui est unique. Non, si notre personne est née le même jour que vous, même endroit, ben, il peut y avoir 2 thèmes à peu près identiques, hein, même complètement identiques. Et cet outil, en fait, il faut vraiment comprendre que ça va être un outil, comprend des notions symboliques qui ne sont pas, comme on l'a précisé tout à l'heure, particulièrement, ne représentent pas une influence en fait directe. Donc, la carte du ciel va recéler un potentiel humain, mais aussi, pour certains astrologues, va recéler une trajectoire. Donc, on va parler de destin. Et ça, c'est vraiment la notion qui va être, enfin, le débat, je dirais, qui va être posé à partir de l'Antiquité entre est-ce que cette carte natale représente notre destin, donc finalement on ne peut rien y faire, tout est écrit, tout est déjà marqué dans cette carte et on ne va pas vraiment pouvoir agir dessus, ou est-ce qu'on a un libre arbitre sur nos vies et donc est-ce qu'on peut complètement s'éloigner finalement de cette carte natale qui représenterait notre destin. Donc, c'est pour moi un débat qui est vraiment important, que je me pose aussi. Alors, à cette époque-là, justement, les astrologues n'ont pas vraiment tranché. On a ceux qui pensent que non, alors les stoïciens, par exemple, hein, qui pensent vraiment que on est soumis à un destin, à une destinée, et cette destinée, eh bien, on ne peut pas la changer. Donc, on n'a pas de libre arbitre. En revanche, et là, je trouve ça vraiment génial, voilà, c'est pour ça que j'aime les Grecs, hein, parce qu'ils arrivent toujours à se poser les bonnes questions. Parce que bon, un stoïcien, c'est pas un bonhomme qui se dit voilà, j'ai ma destinée devant moi, je ne peux rien y faire, donc je vais dormir tout le reste de ma vie. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se poser la question, puisque je ne peux pas agir directement sur ma destinée, eh bien, sur quoi je vais pouvoir agir? Eh bien, je vais pouvoir agir sur la manière dont je vais accueillir cette destinée. Et ça, c'est vraiment important, encore une fois, à comprendre parce que ça pose des questions très importantes en astrologie. On a tendance, alors je sais que toi, parfois, tu es un peu énervé contre certaines chaînes. J'ai un peu regardé ce que tu disais. Bon, moi, je peux l'être aussi parfois avec une certaine approche de l'astrologie parce qu'on a tendance à balayer très rapidement ce que les Grecs ont pu développer parce qu'on n'a qu'une partie du débat. Et je trouve que, enfin, pour moi, c'est juste magnifique en termes de sagesse, même d'approche vraiment spirituelle, même si c'est peut-être une approche philosophique pour eux, mais peu importe. On est vraiment quand on a un destin et qu'on doit l'accueillir, quelle justement technique je vais mettre en place pour sortir de ce monde matériel et de dualité du bien, du mal, etc., pour pouvoir vivre, accueillir en fait tout de manière à peu près égale. Et ça, c'est une action en soi, hein. C'est pas je suis allée dormir et j'ai laissé les choses se faire, c'est une action en soi. Donc pour moi, c'est déjà une part de libre arbitre. Alors après, à cette époque-là, si je veux être un peu plus juste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire pendant toute la vidéo l'histoire de l'astrologie, mais je suis obligée de poser ces questions-là parce qu'en fait, ça pose vraiment les questions fondamentales qu'on doit, à mon avis, vraiment se poser. Donc après, on a des personnes comme Ptolémée qui, à peu près 100 ans après Jésus-Christ,
s'inscrit dans une astrologie un peu plus moderne, qui cherche à rationaliser l'astrologie, qui a une approche plus scientifique et qui, lui, va beaucoup insister sur l'idée de libre arbitre. Mais qui accepte aussi quand même l'idée de destin. Donc, on n'a jamais quelqu'un qui va soutenir le libre arbitre à 100%. On est toujours dans un mélange de destin et de libre arbitre. Donc, Ptolémée, qui veut apporter un peu plus de crédibilité à l'astrologie, vient souligner, lui, la part de libre arbitre. Mais on n'a personne qui est vraiment à 100% à considérer qu'on a complètement le libre arbitre. Donc, on est à mi-chemin, en gros, sur les astrologues. C'est un débat qui se tient à cette époque-là entre l'idée de destin, de libre arbitre, et on en a plusieurs qui sont à mi-chemin entre les deux, qui soutiennent les deux. La deuxième chose importante à poser avant de rentrer plus avant dans la discussion, c'est qu'à cette époque-là, on est dans l'idée d'un temps cyclique. Donc, on n'est pas dans l'idée d'un temps linéaire. Ce qui fait une énorme différence par rapport à aujourd'hui, c'est que pour les Grecs, je dis les Grecs, mais en fait, c'est vraiment dans le monde hellénistique, ça va au-delà de la Grèce, on est dans cette idée de temps cyclique, c'est-à-dire qu'il est complètement admis que des périodes d'abondance soient suivies de périodes de déclin. C'est normal, en fait. Donc, on passe de l'une à l'autre et on est loin du schéma, j'ai envie de dire, darwinien, qui a intégré cette idée d'évolution, de progression et de temps linéaire, qui va finalement nous laisser penser que notre vie va dans un sens particulier et que l'humanité va dans un sens particulier qui est un sens d'évolution, de progression et qui donc nous ramène, nous en tant qu'humains, souvent à cette croyance qu'on doit tout au long de notre vie évoluer. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on cherche à évoluer, mais disons qu'il y a un petit côté culpabilisant si on se donne, si on tourne en rond, en fait, si on répète, parce qu'on va parler tout à l'heure de schémas répétitifs, donc ça peut être un peu compliqué si on n'a pas cette sensation d'évolution. Donc, dans ce temps cyclique, ce qui était intéressant, c'est que la notion, je vous ai dit, de déclin suivait le temps d'abondance. Donc, la notion d'échec, de difficulté, de douleur font partie de la manière de penser de ces personnes-là. Donc, on va justement accéder ou chercher à accéder à une connaissance de soi de manière à pouvoir, comme je disais tout à l'heure pour les stoïciens, aborder notre destinée dans une forme d'acceptation, mais avec tout un travail personnel, alors que quand on n'est pas préparé à cette notion d'échec et qu'on se retrouve immanquablement dans nos vies soumis à l'échec, aux difficultés, aux douleurs, eh bien, on va vouloir endormir l'échec, les difficultés, les douleurs, prendre des anxiolytiques, etc. Parce que ce n'est pas possible. On est dans cette croyance que forcément, on doit évoluer. Donc ça pose vraiment un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on va aussi, du coup, chercher à tout contrôler. On a l'impression que rien ne nous agit et qu'on est dans cette croyance qu'on doit tout contrôler. Donc, ça va donner cette difficulté à aborder cette part de vie qui nous échappe, puisque si je ne contrôle pas, eh bien, c'est soit que j'ai mal fait les choses, soit que les planètes m'en veulent ou je ne sais quoi, et je n'arrive plus à trouver ma liberté là-dedans parce que je ne contrôle plus rien. Alors que la recherche, la connaissance de soi, la recherche à travers l'astrologie, où j'imagine que tu nous diras tout à l'heure à travers une thérapie, la liberté que l'on peut trouver, n'a rien à voir avec le contrôle. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Et donc, je termine avec un autre point qu'il faut garder en tête, c'est que chez les Grecs, l'idée de la métempsychose, donc de la réincarnation, est une idée commune, particulièrement chez Pythagore. On en entend parler dans
chez Platon aussi dans la République, on a le mythe d'Er, ER, hein, et c'est super intéressant ce mythe parce que, bon, je ne vais pas le raconter, ce serait trop long, mais on voit que R, qui a été blessé lors d'un combat, qui est dans une espèce de coma, va se rendre au pays des âmes et va voir, on est avant l'ère chrétienne, hein, et on va voir des âmes qui arrivent, qui viennent de mourir, donc qui remontent, et puis d'autres qui s'apprêtent à être réincarnées. Donc, on voit ces âmes qui se retrouvent là à choisir des petits papiers. Elles choisissent en fait le fil de leur vie, celui dans lequel elles vont être réincarnées. Alors, elles ont une forme de choix quand même. Il y a plusieurs petits papiers. Ce n'est pas les âmes qui ont choisi à proprement parler, mais elles vont choisir parmi les petits papiers qui sont proposés. Et donc, on a Ulysse qui est là, l'âme d'Ulysse, fatiguée de ses anciens voyages et de sa dernière incarnation, qui décide de prendre le petit papier de l'homme tranquille, discret, posé, enfin qui en a vraiment ras-le-bol de voyager. Et donc, ce que ça pose comme question ici, justement, c'est la question. Alors là, on rentre vraiment dans des croyances, mais on peut quand même se poser aussi la question. C'est la question de est-ce qu'on a choisi en partie d'être ici? Est-ce que finalement, il y aurait une espèce de choix? Alors bon, on ne peut pas le prouver, l'expliquer, ni rien, hein. Là, on rentre vraiment dans des idées de karma, mais est-ce qu'on a choisi de venir sur Terre? Est-ce qu'on aurait choisi notre incarnation? Donc, en tout cas, on peut se poser la question. Ça ouvre le débat. C'est pas forcément… j'ai pas vraiment de réflexion sur cette question-là. Enfin, j'ai une réflexion, mais j'ai pas forcément de réponse. Donc, voilà. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on voit que la question du libre arbitre et de la destinée sont des questions qui se sont posées à la base et des questions qu'on peut continuer à se poser aujourd'hui et voir dans quelle mesure, en fait, on agit sur notre destin et est-ce que cette espèce de New Age ambiant, du contrôle à travers des techniques d'abondance, alors c'est pas que je sois contre la loi d'abondance, bien au contraire, enfin, surtout quand elle est bien comprise, elle est rarement bien comprise, mais surtout rarement bien expliquée. Mais disons que voilà, ne balayons pas trop vite ce que nous ont légué les anciens, les Grecs, sur toutes ces questions au niveau de l'astrologie, parce que, à mon avis, être astrologue, c'est déjà commencer par se poser toutes ces questions avant même d'aller faire des prédictions. De la même manière qu'aujourd'hui, on n'a plus d'astrologues quasiment qui veulent faire des prévisions. C'est oh là là, c'est beurre, puisque ça voudrait dire justement qu'il y a une espèce de destinée en marche. Bon, moi, je suis complètement pour en faire dans une certaine mesure. Attention, on n'a pas une boule de cristal, etc. C'est pas du tout la question. Mais voilà, je pense que balayer trop vite, c'est pas forcément l'attitude à adopter. Donc, je m'arrête là, Sarah. Non, mais c'est intéressant. Alors, bon, tu as dit vraiment plein de choses qui sont hyper intéressantes. Alors, d'abord, cette question du destin, bah oui, la question du destin, c'est surtout la question du destin. Est-ce qu'il y a une réponse? Ça, je ne crois pas. Par contre, tu vois, c'est intéressant quand tu dis qu'il ne faut pas balayer trop vite. Effectivement, pour réinsérer tout ça, moi, dans mon champ à moi disciplinaire, c'est vrai que très, très rapidement, avec l'arrivée, si tu veux, Carl Jung, très, très rapidement, il a été un petit peu évincé par les autres champs comme la psychologie, la psychothérapie et tout ce qui s'en est suivi. Parce que finalement, justement, on a envie de dire à un moment donné, mais non, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de choses comme ça qui nous arrivent, la lune qui passe et puis on ne dort plus, qu'on se transforme en loup-garou. Enfin, il y a vraiment eu tout un champ de la thérapie qui a voulu balayer ces croyances et en tout cas cette approche-là, parce que justement, elle ôtait à l'être humain une forme de pouvoir sur lui-même. De dire, ben non, finalement, il m'arrive une épreuve, ah ben oui, fatalité, j'ai Pluton, et moi, en tant que Capricorne, je connais bien Pluton. Quand est-ce que Pluton se barre? Moi-même, je me suis posé la question de temps à autre. Moi aussi, hein, ne t'inquiète pas. Mais si tu veux, effectivement, là, il y a plein d'autres champs de la thérapie qui prennent le contre-pied en disant, mais Pluton, pas Pluton, on s'en fout, tu as envie de faire quoi de ton mal-être?
plus ton passe, on va dire, tu as eu une épreuve, bon, bah, on regarde l'épreuve, on fait quoi de cette épreuve? Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu énormément, et ça se développe beaucoup, beaucoup maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies brèves, qui sont des thérapies orientées changement, avec l'hypnose, la PNL notamment, et puis plein d'autres choses. Il y a même quelque chose qui s'appelle voilà, la psychologie positive. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses. Je passe rapidement sur tout ça, où aujourd'hui, on dit, mais finalement, bon, ce qui nous arrive, OK, maintenant, comment on le dépasse? Comment on fait mieux? Comment on s'en sort? Alors effectivement, moi je crois que ça aussi, c'est ma croyance et c'est la manière dont je travaille. Je crois qu'on ne peut pas vraiment faire l'un sans l'autre. Moi, je crois on ne peut pas se dire je change sans véritablement comprendre ce qui se passe. Sauf qu'effectivement, dans le champ thérapeutique, on ne peut pas faire l'impasse, si tu veux, du passé. On ne peut pas faire l'impasse de ce qu'on porte, y compris inconsciemment, pour aller vers l'avenir. Pour moi, je fais partie des gens, tu vois, il y a une grande mode aujourd'hui des espèces d'états de pleine conscience, d'être connecté au présent. Mais moi, j'aborde les choses, c'est extrêmement personnel, j'aborde les choses d'une autre manière. Pour moi, j'estime que le présent, quasiment, c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que pour moi, il est entre le passé qu'on se traîne, qu'on doit régler et que voilà, qu'on gère, et le futur qu'on construit. Et je crois que la souffrance des gens, justement, c'est d'être coincé dans une forme de présent. Dans une forme de présent, écrasé par un passé, avec un futur très, très noir, ou alors justement parce qu'on va aller chercher toutes les solutions et toutes les clés dans le ciel, ou toutes les solutions et toutes les clés dans les cartes. Et je sais de quoi je parle puisque je fais de la cartomancie et j'adore ça. D'ailleurs, je reviens en disant que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de science divinatoire, ou en tout cas de discipline divinatoire. Moi, vraiment, tu vois, ma manière d'aborder la cartomancie, alors je dis souvent, c'est un outil de suggestion. Et quand je dis ça, j'inclus cette idée de loi de l'attraction, loi de l'abondance dont tu parles. C'est parce que justement, je crois qu'il y a quand même quelque chose chez l'être humain qui n'est pas à prendre à la légère. C'est sa capacité cérébrale, c'est sa capacité à finalement être justement le créateur et l'architecte de son futur, ou en tout cas de ce qu'il fait. Et c'est là-dessus que repose la loi de l'attraction. C'est-à-dire, la loi de l'attraction vous dit, bah voilà, si vous visualisez un château, vous vivrez dans un château. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et en général, ça ne fonctionne pas très, très bien d'ailleurs. Par contre, si je suis pleinement conscient que ce château existe, et qu'il est tout à fait possible que je puisse y aller d'une manière ou d'une autre, alors toutes les cellules de mon corps, tout en moi va se mettre en action. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, et les neurosciences en parlent beaucoup mieux, peut-être même que tous les champs ésotériques et mystiques, c'est que le cerveau vérifie en fait ce qu'il a, vérifie ce qu'il pense. Donc en général, quand on a et on le voit, un passé compliqué, et on va enchaîner ensuite sur les schémas répétitifs, c'est quelque chose qui est inclus dans notre logiciel, dans notre manière d'avoir appris à vivre, dans notre manière d'être composé, et du coup, le cerveau en permanence va le reproduire. Donc l'idée, si tu veux, des thérapies brèves et des nouvelles thérapies, c'est de se dire, OK, il y a la reproduction d'un schéma. Maintenant, il suffit d'aller non pas corriger la vie, parce qu'on ne pourra pas corriger la vie, mais peut-être en tout cas de corriger l'empreinte et de corriger la manière dont on gère ce qu'on porte inconsciemment. Alors, tu parlais de carte du ciel. C'est très désordonné tout ce que je raconte, mais ceux qui me connaissent arriveront à suivre, j'espère. Tu parlais tout à l'heure de carte du ciel comme d'une photo. Et effectivement, quand on est, et toute la discipline de la psychologie, justement, a cette approche très biographique de l'être humain. Quand on est, on hérite de manière très inconsciente de l'histoire de sa lignée familiale, c'est ce que j'appelle le transgénérationnel, donc d'un passé qu'on porte de manière plus ou moins consciente. Il y a des travaux aussi qui ont été faits sur les secrets de famille. On s'aperçoit qu'un secret de famille, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, vont manifester par 1 à 2 générations après. Manifester alors soit dans la reproduction, soit dans un espèce de comportement à l'inverse. Enfin, c'est très intéressant, la psychogénéalogie qui repose du coup là-dessus.
Donc, globalement, pour essayer de redonner une direction à tout ce que je dis, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui relève, je dirais, pas du poids, mais qui relève d'une empreinte. Une empreinte au moment où on est. On a l'empreinte potentiellement d'une organisation céleste avec des énergies qui vont cartographier peut-être des tempéraments, des caractères, des sensibilités. Donc ça, Vanessa, elle va en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et moi, j'estime qu'effectivement, il y a aussi cette cartographie inconsciente qui est l'histoire qu'on porte. L'histoire de sa mère, de son père, transgénérationnelle, des grands-parents, de la lignée, blablabla, on peut remonter très très loin, et qui finalement va constituer, voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, le logiciel. Et puis maintenant, il y a tout ça qu'on porte, et puis il y a nous. Et puis ensuite, il y a la suite de la vie. Eh bien, moi, j'estime que tout ce qu'on porte qui est imprimé en nous, il y a deux solutions. Il y a soit toute sa vie, on le subit, et on peut le subir. Je l'ai subi, moi, pendant très longtemps, hein, le poids de mon histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je fais des vidéos, pour montrer qu'on peut ne plus subir à un moment donné. Et puis, il y a un moment donné, quand on subit ça, la vie est quand même très triste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Vanessa disait tout à l'heure, voilà, on s'endort jusqu'à la fin de sa vie. En fait, il y a un moment donné où non. Moi, je crois que les événements peuvent nous montrer que ce poids-là, il représente comme une petite caisse à outils, comme une espèce de notice. Finalement, voilà, moi, j'ai vécu ça. Ok, donc je fonctionne comme ça. Je le vois dans mon histoire, je le vois dans mes traumas, je le vois dans la manière que j'ai d'interagir avec les autres. Ok, je suis plutôt comme ça. Finalement, le passé et ce qu'on porte, c'est un outil de connaissance de soi. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce château, j'ai envie d'y aller? Ou est-ce que ce château, je vais passer mon temps à en rêver, à faire des prières, à dire « Ah, mais si jamais… » à allumer des bougies hein, pour demander aux planètes, à l'univers, à Dieu, à quiconque de résoudre. En fait, je dirais que quand on reste assis à demander, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si on dit « Ok, je fonctionne comme ça, j'ai telle force, j'ai telle faiblesse », c'est vachement plus intéressant d'ailleurs de fonctionner avec ses faiblesses. Hein. J'ai telle faiblesse, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Quel va être mon moteur? C'est quoi ma bécane à moi? Et comment avec tout ça j'avance? Et donc en règle générale, on peut avoir, si on croit en cette notion de destin et de synchronicité, on peut avoir des événements similaires à ce qu'on a vécu qui vont se représenter. Par contre, on a le pouvoir, et ça c'est clair, on a le pouvoir de fonctionner différemment. On a le pouvoir de reproduire ou d'éviter ou de changer. Peut-être qu'on peut revivre la même chose. Vanessa parlait de cycle. Là, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est une ligne ou est-ce que c'est un cycle? Moi, je crois que c'est la même chose. Moi, je crois que c'est les deux. Moi, je crois que c'est un cycle, mais qui avance. Donc, à chaque fois que le cycle revient, on a moyen de faire autrement. Et pour ça, je crois que le champ thérapeutique est ultra riche et qu'on peut trouver ce qui nous convient. Parce que oui, je crois en cette loi de l'attraction qui fait que ce qu'on veut obtenir peut arriver. Et je dirais tout. Et j'irais même jusqu'à dire que l'impossible peut arriver. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu et beaucoup de gens le vivent. Mais arrêtons de croire, parce que ça, c'est très mal compris, la loi de l'attraction, hein, qu'il suffit de penser, se concentrer, réfléchir, prier, demander. Non. Il faut juste lever ses fesses et faire des choses. Faire des choses, agir. Moi, souvent, et je terminerai là-dessus pour ne pas faire trop long, dans mes consultations, il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'en ai marre parce que franchement, je tombe toujours sur des galères en amour. Voilà, c'est toujours la même chose que je vis. Je tombe toujours amoureuse d'un homme qui va me quitter ou qui va me tromper. Et c'est des gens qui sont dans une grande souffrance parce qu'évidemment, vivre ça dans sa vie une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, c'est épuisant et c'est désespérant. Mais une fois qu'on a compris que finalement, de manière naturelle, de manière inconsciente, on est plutôt attiré parce qu'on choisit inconsciemment toujours quelque part. Hein. L'homme est marié, il y a une partie de la tête consciente qui va dire non mais c'est pas bien, faut pas y aller. Et puis il y a autre chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus incontrôlable qui y va quand même, en se disant non mais cette fois ça va être différent, non mais cette fois je vais mieux gérer. Et en fait non, c'est parce que cette partie-là qui décide, c'est cette partie justement qui est représentée par le poids de ce qu'on peut appeler aussi le karma, par le poids du passé. Moi, je vais aller chercher ça dans la biographie de l'individu. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as appris
que c'était plus confortable d'être dans la souffrance? À quel moment tu as appris que la normalité de ton être, c'est la souffrance ou la difficulté ou la conquête? La conquête est perdue de l'autre au lieu de recevoir de l'amour. Qu'est-ce qui constitue ce logiciel? Et maintenant, on va réussir à le changer. Et peut-être que dans la vie, on va rencontrer encore plein de fois des hommes mariés. Parce que finalement, ce logiciel-là, ce n'est pas certain qu'il puisse changer, puisqu'il y a cette notion de cycle. Ce n'est pas certain qu'il puisse changer ce logiciel. Par contre, à un moment donné, par le biais de certaines thérapies, d'un certain suivi, on va réussir à faire gagner l'autre partie, à dire ouais, je suis irrésistiblement attirée par cet homme marié parce que ça correspond à mon schéma, mais là quand même, aujourd'hui, je préfère et j'ai la force de préférer autre chose. Et peut-être que au départ, c'est pas forcément agréable, hein, parce que c'est très confortable finalement de revivre même l'inconfort. C'est très confortable de revivre la souffrance quand on connaît que ça. Et ben moi, je propose, enfin c'est moi, d'autres thérapies, les thérapies proposent d'aller créer un deuxième programme. Si c'est toujours le programme de l'enfance ou le programme d'un Pluton dégoûtant qui passe et repasse, ou le programme toujours par exemple, je ne sais pas moi, si vous consultez beaucoup les voyants et les cartes, on vous dit tout le temps, bah là, ça va être dégueu, bah voilà, vous reproduisez toujours ça. Hein, c'est un système de suggestion aussi, la cartomancie et la voyance. Tout est suggestion. Eh bien, il y a des thérapies qui permettent d'aller créer un deuxième programme. Le deuxième programme ne va pas effacer le premier, mais par contre, il sera peut-être plus grand, il sera peut-être plus fort, il sera peut-être plus influent. C'est l'idée dans l'hypnose ericksonienne de ce qu'on va appeler le dialogue entre parties, le recadrage. Hein, là, je parle un peu de technique, mais finalement, on n'est pas inconscient et un inconscient et la bataille, on est tout plein de parties. À chaque événement, c'est un process extrêmement complexe qui se met en marche. Eh bien, moi, je crois que quand on connaît ce process, quand on est capable d'aller dialoguer avec lui, et peut-être de lui injecter une nouvelle manière de fonctionner, on peut fonctionner. Donc, la loi de l'attraction, juste pour clôturer là-dessus, c'est vraiment ça. Ça n'est pas l'idée d'attendre et de subir quelque chose qui arrivera tout seul. C'est l'idée de se mettre en marche, de se prendre en charge qui on est, ce qui nous entoure, ce qui nous influence, ce qui nous compose, et d'en faire une force. Mais surtout les faiblesses. Parce que dans la faiblesse, et ça c'est un truc de systémie, dans le symptôme, dans la faiblesse, dans l'épreuve, il y a la réponse. Hein, quand on souffre de quelque chose, il y a l'idée de ce qui pourrait ne pas nous faire souffrir. Donc, dans l'idée de l'épreuve, il y a l'idée de la résolution de l'épreuve. Et donc, c'est en ça que tout est outil. Tout est outil de compréhension de qui on est et d'aller plus loin. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup ce que tu dis sur cette espèce de deuxième programme. Moi, j'appelle ça revisiter son histoire. C'est-à-dire souvent, on est enfermé dans une histoire. Et si tu prends par exemple la psychanalyse où je vais répéter inlassablement mon histoire, la raconter encore ou à mes amis ou à n'importe qui, hein, on s'est enfermé dans une histoire presque avec des mots d'enfant, avec la souffrance de l'enfant. Et donc, on n'a absolument pas bougé cette histoire. On a continué à se raconter cette histoire. Et c'est extrêmement difficile de changer le récit de cette histoire, soi-même en fait. Hein. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de deuxième programme que moi, je verrais comme une deuxième approche de cette histoire. C'est-à-dire que je sors peut-être de cette histoire, j'arrête de me raconter cette histoire et je me déplace. Et c'est là où, en fait, va être important la tierce personne, le thérapeute pour toi, l'astrologie d'une autre manière, ça n'a rien à voir, mais aussi. C'est-à-dire que ça permet à un moment donné de pouvoir raconter l'histoire autrement parce que sont des personnes neutres qui peuvent donc permettre d'aller poser des questions ou d'aller peut-être éclairer un endroit qui n'était pas. Et puis, j'aime bien aussi ce que tu disais sur cette espèce d'attirance vers ce qui est douloureux, c'est-à-dire qu'on va retourner vers le même schéma. En astrologie, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de cette question, mais c'est la lune noire, en fait, dans le thème, qui va nous parler de cette espèce d'attraction. On dit de manière
manière un peu vulgarisée, je vais dire ça, que c'est notre part d'ombre. C'est-à-dire c'est celle contre laquelle on ne peut pas lutter. C'est pas un choix personnel, ça ne se décide pas comme ça. L'attraction, par exemple, c'est pas quelque chose que l'on dessine hein, quand on est attiré par quelqu'un. Voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte que souvent, on va être attiré pile par la personne qui va réactiver un schéma personnel. Et ce point-là, en fait, c'est entre autres la lune noire. Et la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, dont tu as parlé, c'est les clés qui résident en fait dans les difficultés. C'est là qu'on a les outils. C'est là où il y a un problème finalement qu'on va trouver aussi les outils, peut-être le ressort. Et en astrologie, ça va être représenté souvent par ce qu'on appelle les aspects négatifs, qui sont en fait des carrés, qui ne sont absolument pas négatifs, qui sont des figures dynamiques. Et si on n'a pas de carré, je connaissais une personne qui avait que des trigones. Bon, ben, cette personne, elle est limite pas consciente en fait qu'elle a, c'est-à-dire que c'était une personne qui avait vraiment de gros problèmes dans sa vie avec son mari, etc. Mais elle était dans une espèce de léthargie totale, sans du tout réagir. On ne peut même pas dire qu'elle s'en plaignait réellement, elle n'était pas bien, elle n'était pas heureuse, mais il n'y avait pas le ressort pour réagir. Donc, ce qu'on appelle souvent des aspects négatifs sont au contraire des ressorts, des tremplins, c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, c'était juste pour rebondir ce que tu disais, parce qu'on peut retrouver ça. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Et avant de passer à la suite, ce que tu as dit, je trouve que c'est fondamental quand tu dis finalement c'est une histoire qu'on se raconte. Et c'est vrai, alors c'est une vraie histoire, puisque c'est l'histoire de ce qu'on a vécu, donc c'est pas inventé. Ah non. Mais tu vois, finalement, les clés, moi je trouve que c'est important de connaître l'histoire qu'on se raconte, hein, donc psychanalyse, psychothérapie, et des fois il y a des gens qui sont très conscients de ce qu'ils se racontent comme histoire, donc ils la racontent très bien eux-mêmes. Et puis de dire, ok, bah maintenant, on change l'histoire. Et je fais une toute petite parenthèse sur cette histoire de flammes jumelles, parce que là encore, c'est une belle allégorie. On parlait tout à l'heure des mythes fondateurs, enfin tout ça. Tu parlais beaucoup de la Grèce. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? C'est une histoire qu'on se raconte qui vient justifier un comportement. J'ai vraiment expliqué beaucoup dans mes vidéos. Quand on parle d'Oedipe, c'est un des mythes les plus connus. Il n'y a pas vraiment un mec qui a tué son père pour épouser sa mère. On explique le développement de l'enfant. Ce lien de flammes jumelles, ces histoires d'âmes sœurs, ces machins, et ensuite on va du coup peut-être parler des synastries, etc. Eh bien, c'est quelle histoire on se raconte qui va parler d'une histoire compliquée, qui est une histoire d'amour tellement complexe et souffrante que ça permet d'être un palier vers une meilleure connaissance de soi. Ça, c'est bien. Si on se raconte ça de cette manière-là, bravo. Par contre, si on se raconte ça en disant de manière subie, ah ben oui, ben je vis ça, bon ben alors du coup, ça veut dire que l'autre, il va revenir, il va faire ça. En fait, dès lors qu'on vit les choses de manière… on s'offre à quelque chose d'extérieur à soi en attendant que ça agisse, on va vers l'échec et on va vers la souffrance. Et ce que je voulais te dire aussi, et je crois que c'est tout, et je crois que oui, c'est très beau ce que tu dis et c'est tout à fait ça. Faut changer d'histoire. Changer d'histoire. Bon, ben alors là, justement, on a commencé à parler des interactions, donc je vais en venir aux interactions. Donc, en fait, sur une carte, vous avez ce qu'on appelle particulièrement, là j'ai mis toutes les planètes, mais on va parler surtout des planètes personnelles, donc le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, Mars. Alors, ce qui est intéressant justement par rapport à cette histoire d'interaction, c'est que ces planètes représentent en fait des fonctions humaines à la base. Donc, ça va être par exemple Vénus, ce qui me fait du bien, comment j'aime, ce qui me fait plaisir en fait, hein, dans ce qui me fait du bien. Mars, ça va être comment j'agis. Je ne vais pas toutes les faire. Mercure, comment je communique. La Lune, comment… ça va être ma psyché, par exemple, hein, pour vous donner des exemples. Donc, ce sont des fonctions humaines. Mais ces mêmes planètes, puisqu'on parle bien de symbolique, elles ont plusieurs niveaux de lecture, ce sont aussi des personnes. C'est un peu la cosmogonie, si vous voulez, de notre enfance. Tu parlais tout à l'heure, on est dans une famille avec telle histoire.
Donc, par exemple, Mercure peut représenter le frère, le jeune frère, la jeune sœur. Vénus va représenter, alors ça peut être dans l'enfance, ça peut être la sœur, mais en grandissant, ça va être la maîtresse, contrairement à la Lune qui va être l'épouse. De même que le Soleil représente le père et le mari, mais Mars va représenter l'amant. La Lune va représenter la mère et l'épouse. Donc, on voit très bien, alors évidemment, on pourrait expliquer la Lune en Sagittaire dans ce cas-là, etc. Ça va nous apporter tout un tas d'informations, mais ce n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces fonctions humaines, en fait, dans cette carte d'astrologie, elles sont d'une certaine manière conditionnées par les relations qu'on entretient avec notre entourage familial. C'est-à-dire notre construction, la manière dont on a construit notre mode de communication est entourée maîtrisée par, je ne trouve plus mes mots là, peu importe, par les relations qu'on va avoir avec son entourage proche, donc Mercure, les cousins, les frères, etc. Donc ça, ce qui paraît un peu évident, puisque les premières personnes avec qui je vais parler, c'est les personnes de mon âge quand je suis enfant, donc c'est qui? C'est les cousins, c'est les frères, etc. Et ça va déterminer la manière dont je vais communiquer. Voilà, la Lune, ça va représenter la psyché, mais elle est complètement liée à la relation à la mère. Donc, selon la relation que j'ai eue avec ma mère, eh bien, la Lune va m'apporter certaines informations. Donc, on voit bien qu'il y a une interaction entre ces fonctions humaines déjà et les personnes qui nous entourent. Donc, on considère que ces fonctions humaines sont liées finalement à nos relations. Et ces schémas, donc il y a comme une espèce de schéma en fait qui s'ancre dès la base, il y a un schéma qui est ancré, qui vont être comme un peu enracinés. C'est les points de base. Tout à l'heure, ce dont on parlait, c'est l'histoire qu'on va ensuite se raconter, qui a été cristallisée à ce moment-là de l'enfance et qui pourtant va évoluer, mais disons qu'on a déjà un peu les schémas fondateurs dans cette carte-là. Donc ces schémas en fait dans notre... tiens, je vais vous mettre les transits. Ces schémas, en fait, vont être réactivés par plusieurs choses dans nos vies. Alors, voilà. Donc là, justement, on a cette carte natale. Donc, je vais cocher avec transit. Ça veut bien marcher. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a la photo de votre ciel au centre au moment de votre naissance. Cette photo n'est pas restée figée. Les planètes ont continué à tourner et donc là en vert autour, eh bien, ce sont les planètes où elles sont en ce moment. Au moment où je suis en train de parler avec Sarah, on a un amas planétaire en Capricorne qui fait beaucoup parler de lui, donc tu en sais quelque chose et voilà, et qui donc là se retrouve par exemple sur le Mercure de cette personne. Donc il va venir toucher tout ce qui correspond au Mercure de cette personne. Donc sa manière de communiquer, sa santé, sa manière, sa santé parce qu'il est en maison 6 et puis parce qu'en Mercure en parle aussi. Il va représenter, voilà, donc toutes les planètes là qui vont passer vont réactiver en fait l'histoire de ce Mercure, sa manière de communiquer à cette personne. Donc à chaque fois qu'on va avoir des transits, on va avoir une espèce d'actualisation de notre histoire. C'est une manière en fait comme presque une proposition de revisiter notre histoire à chaque fois. Alors, est-ce que si ce Mercure de base était problématique, est-ce qu'il y avait s'il y avait un problème dans la communication pour cette personne ou dans sa relation à sa fratrie, est-ce que dans les événements qui vont se proposer à lui aujourd'hui, cette personne va être capable de vivre cette histoire autrement ou est-ce qu'elle va avoir à nouveau une problématique de communication avec une personne autour d'elle, par exemple. C'est vraiment pour donner un exemple. Donc, à chaque fois qu'on a un transit, en fait, comme vous voyez, il passe sur la planète natale. Donc, pour moi, je dis que c'est une espèce de système électrique et on a la planète qui est rebranchée, le courant qui est rebranché au moment du transit.
Mais les planètes ne sont pas partout dans son thème en transit. Donc, on a des moments aussi où on peut s'arrêter, se poser. C'est au moment des transits dans nos vies qu'on va avoir l'occasion qui va nous être donnée de revisiter certains pans de notre histoire. On ne va pas revisiter Mercure tous les jours non plus. Hein. Donc, c'est à certains moments, ou Vénus, donc les relations amoureuses, etc. Donc, ça va être intéressant. Si on prend un exemple, par exemple, on pourrait prendre une personne qui a un scénario de base d'abandon, alors ou peut-être par exemple une conjonction Lune-Neptune au carré de Saturne qui pourrait indiquer que la personne a peut-être perdu sa maman ou en tout cas l'a peut-être abandonnée ou ce genre de choses. Et puis, on a Saturne qui repasse sur cette position-là. Donc, elle a une blessure, cette personne, à la base, autour de cette question de la perte peut-être ou de l'abandon, tout dépend son histoire. Et à ce moment-là, eh bien, Saturne repasse et il se trouve qu'elle est licenciée, par exemple. Donc, elle va revivre un scénario, par exemple, de perte, d'abandon, contrairement à l'autre personne dans la même entreprise qui a été licenciée, qui va peut-être le vivre très bien, sortir et puis aller chez un autre employeur et se bouger et trouver un emploi. Cette personne va être par exemple complètement HS, dans la souffrance totale, enfin avoir une espèce de manière de prendre cette question-là de manière démesurée et qui peut sembler peut-être un peu excessive pour quelqu'un de l'extérieur, mais si par exemple cette personne, je l'ai en face de moi et j'ai son thème et que je vois qu'au moment où elle perd son emploi, en fait, il y avait ce transit-là sur cette conjonction Lune-Neptune qui représentait déjà la perte de la mère, pour moi, je vais faire un lien tout de suite entre cette blessure originelle et la manière dont elle appréhende sa situation actuelle. Donc, en fait, le travail dans la conversation va se faire autour de ça. Donc, c'est là où ça peut être intéressant, l'astrologie et ce phénomène de transit, c'est que elle n'aura peut-être pas fait le lien dans la manière dont elle prend cet événement avec ce point de départ, ce schéma de départ, alors que pour moi qui suis extérieure, ça va être une évidence qu'il y a ce type de situation qui a été réactivé à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc la première manière dont on va réactiver notre thème sur le plan relationnel, c'est presque sur le plan événementiel avec ces questions de transit. Et la deuxième, c'est par les synastries. Alors les synastries, ça va nous parler vraiment là du relationnel à proprement parler. Vous l'avez là sous les yeux, vous avez deux cartes, c'est ce qu'on appelle une synastrie. Donc, vous avez une personne qui est au milieu, c'est le thème de la personne en fait, hein. C'est le thème d'une personne, on va dire A, et puis à l'extérieur, on a B. Donc, en fait, on va superposer deux cartes, la carte natale de la personne A dans le couple et celle de la personne B dans le couple, et on va regarder, eh bien, où se trouvent les planètes de B par rapport à A. Et là, on va voir que toutes ces planètes, par exemple, ici, tombent sur une partie du thème de A. Pareil ici, ce qu'on appelle des conjonctions. Donc, la personne à l'extérieur, là, a sa Lune sur le Mars de l'autre, Uranus sur le Mercure de l'autre. Donc, sans rentrer dans le détail, la synastrie, en fait, va montrer comment cette personne avec qui je suis en relation vient appuyer sur mon schéma de base. Parce que pour peu qu'elle vienne, sa planète, appuyer là où il y a la cristallisation d'un abandon, d'une perte, etc., forcément, cette personne, je vais être amenée dans ma relation avec elle à revivre ce schéma. Soit cette personne, c'est une personne qui va m'abandonner, enfin, il peut y avoir tout un tas de scénarios, mais elle va me donner, entre guillemets, l'occasion de revivre cette histoire et peut-être de la revisiter. Donc, c'est les points sur lesquels on va s'appuyer en astrologie, si vous voulez, pour comprendre comment et à quel moment on a l'occasion de travailler sur un schéma et avec qui et qu'est-ce que cette personne vient appuyer de mon histoire. Voilà, je continuerai après. Je vais enlever la carte. Hein. Ok. Oui, donc ça c'est assez formidable en fait parce que finalement, tu as le support visuel de l'histoire que, par exemple, dans le biais de la thérapie, on demande, moi souvent, pour démarrer une consultation, même si la personne vient avec un problème, avec une question, je demande toujours de raconter. Moi aussi, hein. Oui.
Oui, bien sûr. L'histoire, mais lointaine, y compris l'enfance, parce que voilà, finalement, c'est là où on va avoir les événements. Alors, c'est vrai que toi, du coup, tu as vraiment, on va dire, avec cette carte, des indications très précises. Moi, parfois, tout n'est pas raconté. Alors après, c'est toujours intéressant aussi quand d'autres choses sont racontées ensuite, de voir pourquoi c'était pas raconté. Enfin, Oui, voilà, ce qui est tu, en général, a beaucoup plus d'importance que ce qui est oui. dit. Donc ça, c'est aussi intéressant Ouais. de voir ça dans les suivis. Non, non, mais c'est absolument passionnant ça. Enfin, moi, j'adore tout ce que voilà, tout ce que révèle la carte du ciel. Après, dans les synastries, moi, c'est vrai que alors, c'est une vision qui n'est pas romantique de l'amour et pourtant, ça ne note pas à l'amour tout ce qui est beau et insaisissable et romantique et magnifique. Mais finalement, c'est aussi, moi j'aime à dire, deux personnes qui se rencontrent, c'est deux inconscients qui se rencontrent. Donc, il y a quand même une forme de déterminisme amoureux. Hein, d'ailleurs, il y a souvent ce truc, alors c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais quand même, ça c'est juste. Hein, on dit souvent, ah ben, les femmes recherchent leur père, les hommes recherchent leur mère. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas aussi radical que ça, mais on va s'apercevoir effectivement que l'attachement originel se retrouve en général dans les personnes desquelles on va tomber amoureuse, soit par mimétisme, c'est-à-dire on va chercher quelqu'un qui ressemble aux parents, ou en tout cas, c'est pas forcément un parent, ça peut être un oncle, un ami, mais enfin quelqu'un qui a marqué la construction de l'attachement, l'homme originel, quel qu'il soit. Ça peut être le premier amour, hein, c'est pas obligatoirement le père, mais en tout cas l'homme originel. Soit on va du coup rechercher une forme de mimétisme, soit du coup de différenciation. Donc il y a toujours, ce qui est intéressant, alors bon là on a parlé des choses physiques, mais c'est une belle image pour expliquer qu'il y a quand même inconsciemment un bagage qui fait que de manière est-ce qu'on peut parler oui, de manière inconsciente, on va se reconnaître. Vous savez, dans la nature, on dit que l'amour, c'est une question de phéromones. Hein. Alors, l'amour des animaux, on se doute bien de l'espèce animale, il y a une espèce de reconnaissance, on parle de patrimoine génétique. Finalement, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est un bagage inconscient qui va faire qu'on va être attiré par une personne unique et potentiellement quand même plusieurs dans sa vie, parce qu'à ce moment-là, composition émotionnelle, psychique et même, on peut dire, chimique interne va correspondre complètement à celle d'un autre. Je dirais ça se situe à tous les niveaux, mais qui sont des choses qui potentiellement sont soit à l'identique, soit à l'inverse. On peut aussi être attiré par quelqu'un, si nous, on a un tempérament très extraverti, on va être attiré par quelqu'un qui va être très froid parce que ça va venir nous compléter, ça va venir nous parler d'une part de nous, peut-être qui nous manque, qu'on voudrait développer. Et donc, il va y avoir une forme de réassurance. Et je me permets de revenir sur cette histoire de mythe flamme jumelle, parce que c'est quand même l'ADN de beaucoup des vidéos que j'ai faites. On parlait avant de yin et de yang. Il y a cette idée de complétude, soit parce que l'autre me ressemble et je me sens complètement intérieurement complet avec lui, soit parce que l'autre est l'extrême inverse de moi dans ma structure psychique émotionnelle et du coup, je me sens enfin complète. C'est un mélange des deux. Et du coup, c'est intéressant, comme le dit Vanessa dans la synastrie, d'aller regarder comment ça réactive. Qu'est-ce qui va me toucher chez cette personne qui va faire que je suis attirée ou au contraire que cette personne me répulse. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'attraction et la répulsion en même temps? Moi, je trouve que ce serait ultra intéressant de faire des thèmes, quoi. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les HPI et puis sur la théorie de l'attachement où j'expliquais que les gens qui se retrouvent dans ce type de lien sont en fait des gens qui ont des structures d'attachement spécifiques. Allez voir les vidéos, hein, je ne vais pas repartir là-dessus. Et je suis persuadée que ça pourrait se voir dans des thèmes et dans des cartes. Ah oui, oui, j'en suis persuadée. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc en fait, l'amour, c'est hyper romantique, mais ça s'explique aussi. Oui, oui, oui. Et puis, à certains moments de notre vie, on n'a pas les mêmes attentes. Mais justement, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a un peu défini comment les schémas étaient réactivés, c'était de voir aussi comment l'astrologie peut être utile. Parce que bon, c'est bien beau de dire on a ce point-là qui a réactivé à tel moment, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que l'astrologie en fait
bouger de ces positions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, déjà, ça permet de savoir, comme on l'a dit il y a 5 minutes, que quelle partie de nous est mise en scène pendant cette histoire précise, avec cette personne précise, qu'est-ce qui cherche à se révéler de moi. Et puis, l'astrologie ou l'astrologue, si vous voulez, un petit peu comme dans les thérapies, là où il va être intéressant, c'est qu'il va permettre une forme de mise à distance. Donc, vous avez vu, à chaque fois, je me réfère à des cartes. Ce n'est pas moi qui parle, je montre la carte, je parle d'une carte. Il y a a priori, mais bien sûr que ce n'est pas le cas, mais il y a une espèce d'objectivité ou d'objectivisation qui est faite par le système de la carte, donc de mise à distance de soi, peut-être qu'on retrouve en thérapie aussi, qui permet déjà de ne pas être trop heurté dans l'émotionnel au moment où on est dans la discussion avec l'astrologue. Et puis qui permet aussi déjà de mettre son histoire à distance et de se responsabiliser aussi par rapport à cette histoire. Pourquoi je parle de responsabilité ? Eh bien parce que en astrologie, on a ce qu'on appelle un système géocentrique, c'est-à-dire que sur la carte qu'on avait tout à l'heure, si on devait imaginer où se trouve la Terre, parce qu'on a bien toutes les planètes, mais on n'a pas la Terre, pourquoi la Terre, elle est au centre? Et donc, c'est le centre de cette carte, la Terre. C'est ce que je vois à partir de là où je suis. Mais au centre de la Terre, encore plus au centre de cette carte, c'est moi. Et donc, tout ce qu'il y a autour me parle de moi et me parle de ma subjectivité. L'astrologie, on a parlé plusieurs fois, on a parlé de symbolisme. Donc, c'est aussi extrêmement subjectif. C'est-à-dire, c'est comment je perçois mon histoire. Mon frère, ma sœur ne va pas avoir la même lune que moi. Pourtant, on a la même mère. Ne vont pas avoir le même soleil, le même père, parce que j'ai vécu mon histoire d'une manière différente de l'autre. Donc ça, c'est intéressant sur le plan de la responsabilité de soi, parce qu'on comprend que c'est vraiment une histoire personnelle qu'on se raconte. Et puis, bon, en plus, de toute façon, il y a certainement des schémas différents, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ma sœur ou moi, c'est pas seulement dans ma subjectivité. Il y a la subjectivité de ma mère, de mon père aussi qui entrent en jeu et qui font que l'histoire va être différente d'un enfant à l'autre. Donc, là où on va utiliser l'astrologie, c'est déjà pour gagner en responsabilité, pour gagner aussi en liberté. Parce que mieux se connaître, mieux se comprendre, repérer ses schémas, c'est aussi être capable de gouverner sa vie. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais d'agir en fait, de revenir dans l'action et de ne pas être seulement dans la… On ne subit pas tout, il y a une partie qu'on ne gouverne pas, mais il y a, j'avais pris cet exemple du gouvernail, j'aime bien l'idée d'un gouvernail sur le bateau, on tient le gouvernail, mais on n'a pas le contrôle sur l'océan. Bon, c'est un peu la même idée ici, c'est-à-dire qu'il y a on revient sur cette question du libre arbitre aussi, d'ailleurs. Donc, il y a une partie sur laquelle on peut avoir du pouvoir, c'est soi, encore une fois, c'est bien soi dont on parle, c'est pas sur l'autre. Et il y a une partie qui est le contexte dans lequel on évolue et qui n'est pas entièrement sous notre maîtrise ou notre contrôle, et tant mieux. Donc, c'est là où je voulais parler un peu de ton thème, si tu me le permets, Sarah. Oui. Donc, je n'ai pas fait d'analyse complète, mais j'ai un peu regardé comme ça parce que ça m'intéressait de savoir pourquoi tu t'étais intéressée, par exemple, aux flammes jumelles. Donc, j'ai vu que tu avais un ascendant Balance, qui est le signe par excellence du couple. Alors, ça explique aussi pourquoi, même en dehors des flammes jumelles, ta spécialité, c'est la thérapie aussi de couple, les états amoureux, tout ça, c'est complètement raccord avec ton ascendant Balance. Et puis, tu as une conjonction Lune-Neptune dans ton thème. Alors, cette conjonction Lune-Neptune, elle peut parler, dans certains cas, elle va parler déjà, la Lune et Neptune sont tous les deux quand même liés beaucoup à l'inconscient, à la psyché et à la relation à la mère, la Lune. Donc, elle va parler éventuellement de dépendance que l'on pourrait développer par rapport à la mère. Il peut y avoir peut-être des questions soit d'absence ou d'abandon, ou
d'impression, en tout cas, de ça, mais c'est surtout une hypersensibilité et un désir de fusion, en fait. Un désir de fusion avec l'autre qu'on retrouve dans le système des flammes jumelles, par exemple. Oui, Donc, ça pourrait être vécu à la base comme un handicap, comme une difficulté. C'est peut-être compliqué de rechercher toujours la fusion. Comment je peux défusionner? Qu'est-ce que je peux en faire de cette lune Neptune, hein? On imagine quelqu'un qui connaît l'astrologie et qui s'énerve contre sa carte. J'ai lune Neptune, je suis condamnée pardon, à la fusion et ça m'apporte rien de bon finalement dans ma vie. Mais cette conjonction lune-Neptune, c'est aussi ce qui fait que tu es extrêmement sensible, que tu vas être dans l'empathie par rapport à l'autre, que tu as certainement une intuition incroyable, peut-être presque un côté, je dirais presque médium dans ta relation à l'autre, que tu ressens l'autre. Et tout ça, en fait, c'est aussi finalement cette relation à la mère dont on parlait qui, peut-être avec cette volonté de fusion, qui va peut-être être reproduite avec le temps dans des relations amoureuses, etc. et qui, de ce côté-là, est peut-être un peu problématique. C'est aussi ce qui te permet à toi d'entrer en relation avec l'autre, de comprendre comment deux personnes fonctionnent, puisque forcément, ça t'est complètement inné. Tu as ça, en fait, dans ta carte. Donc, tu vas être capable d'utiliser ce qui peut être un peu problématique dans ta vie professionnelle, d'en faire une force, et une force en plus pour les autres aussi, puisque tu as un métier d'accompagnant dans thérapeute. Et ce qui est intéressant, c'est que si je me souviens bien, ta première carrière, c'était plutôt dans le cinéma. Et vas-y, parle, parce que je ne suis pas sûre. Ah d'accord, je croyais. J'étais critique de cinéma, mais très très vite, je ne me suis spécialisée que dans les cinéastes qui décortiquaient le lien amoureux. Voilà. D'accord. Ok. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction Lune-Neptune parle aussi d'un rapport à l'image. Donc, on a souvent des acteurs ou des personnes qui travaillent dans le cinéma qui ont aussi ce type de conjonction, Lune-Neptune, par exemple. On peut retrouver aussi chez des musiciens, mais beaucoup dans le cinéma. Pourquoi? Parce que Neptune parle de forme, de transformation. Les acteurs sont les personnes qui changent de forme, qui se transforment tout le temps. Et donc, on peut s'intéresser aussi à l'image. Et puis, bon, il y a l'image, ce qui est projeté, qu'on va retrouver aussi dans les thérapies qui t'intéressent, l'hypnose, la visualisation, etc. Voilà, qui sont complètement liées finalement à ta conjonction Lune-Neptune. C'est vraiment pour prendre un exemple, mais c'est intéressant de voir que quelque chose qui peut être problématique sur certains plans de nos vies, eh bien, sont en même temps ce qui presque gouverne complètement nos vies, puisque tes choix de vie, en tout cas professionnels, dépendent complètement de cette conjonction première, puisque apparemment les deux carrières que tu as embrassées jusqu'à présent sont complètement liées à cette conjonction. Et donc, non, mais c'est génial ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors juste, je reviens sur un moment, tu as parlé de médiumnité. Oui. Alors, c'est OK, mais moi, je préfère parler d'hyper-empathie. Oui. Parce que moi, je comprends bien ce que tu dis dans médiumnité, mais en fait, j'ai vraiment à cœur que les gens ne donnent pas le pouvoir à d'autres gens, tu vois, qui auraient… L'hyper-empathie, c'est, pour moi en tout cas, hein, c'est ressentir l'autre même quand il ne parle pas. On sent l'autre, on le sait, on le devine, et du coup, on l'aide dans l'analyse. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est handicapant dans une vie, hein, avoir besoin de fusionner, effectivement, ça ou autre chose. Et à un moment donné, on se dit, OK, je suis comme ça, j'incarne ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et comment je peux transformer ça en une force, en un savoir, en une expertise dans mon cas? Et voilà. Et alors, ce que tu as dit, ça me permet vraiment de parler d'une forme de thérapie que j'adore. Et c'est celle que je propose. Enfin, il y en a deux. Alors, évidemment, le travail personnel, moi, je trouve que c'est génial de faire de l'hypnose pour aller justement interroger ces parties inconscientes, changer l'histoire, aller chercher des ressources à l'intérieur de soi. Mais surtout, ce que j'aime fondamentalement, c'est la systémique amoureuse,
comment ça fonctionne le couple. Voilà. Et ça, c'est le cœur, je dirais, de mon accompagnement et de mon métier et de ce que j'aime le plus faire. La problématique amoureuse. Donc, voilà, je reçois soit les couples, soit les gens individuels qui me parlent de ça. Et parce que finalement, une histoire d'amour, c'est quoi? C'est moi dans un système d'influence interne, c'est-à-dire mes émotions, mes réactions, par rapport à mon contexte. On a un premier cercle d'influence, par rapport à ma famille, deuxième cercle d'influence, ma profession, troisième cercle d'influence, etc., etc. Et on peut faire grandir le cercle d'influence à foison. Et quand on aime, eh ben, on se retrouve face à quelqu'un qui a la même pluralité de cercles d'influence. Alors évidemment, l'interaction entre deux complexités démultipliées, ça donne quelque chose qui n'est pas toujours simple. Et l'amour, moi j'ai envie de dire que parfois l'amour ne suffit pas. Tu vois, l'amour, vouloir le bien de l'autre, ne suffit pas finalement au bonheur amoureux. Donc, comment ça se joue? C'est quoi le système entre ces deux personnes-là? Et l'approche systémique, c'est ce qui permet de dire, OK, il y a deux composantes. Comment ces deux composantes-là sont constituées de manière interne, avec quoi elles deal, c'est quoi leur cercle d'influence à chacune, du coup, comment elles fonctionnent. Alors, on peut dresser des archétypes, mais l'idée de la thérapie, c'est d'aller jusque dans les nuances et de trouver le terrain commun. Comment on fait pour harmoniser ces deux-là et créer le couple harmonieux, quoi. C'est vraiment l'idée d'être dans un système d'interaction de deux personnes lié par un sentiment amoureux. Et si tu veux, le sentiment amoureux va être, je dirais, la porte d'entrée, et moi je trouve ça magnifique, va être la porte d'entrée vers justement la connaissance de soi. Parce que pour revenir sur cette idée de miroir dont tu parlais dès l'entrée de la vidéo, il n'y a pas miroir, je dirais, plus cinglant que le regard amoureux de l'autre. Le regard de mon amoureux, de celui que j'aime, qu'est-ce qu'il me renvoie? Et donc, la réciprocité de ces miroirs-là dans le rapport amoureux, c'est fondamental. Alors, il y a le regard du père et de la mère qui sont extrêmement puissants, et ensuite, il y a le regard de l'amoureux. Voilà, moi, j'aborde les choses en me disant, tout comme toi, avec cette espèce de carte natale dont tu dis finalement que c'est une photo de départ et qu'elle va être amenée à évoluer, eh bien, moi, je me dis finalement, comment on a été regardé et quel est notre rapport au regard de l'autre sur nous au moment de l'enfance et comment on va le rejouer avec le regard de l'amoureux et du coup comment on s'en sort et comment on peut être heureux parce qu'on peut vraiment être heureux en amour, vraiment. Mais pour ça, parfois, on a besoin, tu l'as dit, l'extériorisation de la carte qui permet de mettre à plat. Et du coup, le thérapeute aussi, c'est ce qui permet l'extériorisation avec l'apport de solutions, d'injecter des solutions. Ouais. Oui, donc là, du coup, au niveau même relationnel, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va servir du prisme, on va servir des cartes pour voir, encore une fois, les scénarios, les schémas qui sont réactivés. On va souvent, si on suit une personne sur le temps, on se rendra compte que les schémas peuvent être réactivés par des prismes différents à chaque fois, qu'il y a comme une volonté de mise en lumière de cette ombre qui cherche à se révéler à la lumière au fil des relations et qui nous permettront peut-être à un moment donné, ça peut prendre une vie, d'avoir une espèce de schéma global, total. Donc finalement, l'astrologie, elle va permettre, elle n'est pas la seule à le permettre, quand je parle de ma discipline, bien sûr, elle va permettre de prendre conscience qu'il y a un schéma, donc c'est là qu'elle peut être utile ou qu'elle peut être un outil en fait, parce qu'elle permet de voir qu'il y a un schéma et donc de parler de ce schéma et de permettre à la personne de reconnaître ce schéma quand elle est amenée à le vivre. Le fait qu'elle le reconnaisse, va lui permettre du coup de désamorcer le schéma avant d'y plonger trop loin. Alors je ne pense pas qu'on puisse s'empêcher vraiment de revivre un schéma. Bien souvent, on est amené à le revivre. Je crois que j'avais vu une vidéo où tu parlais justement du fait qu'on va l'aborder par des prismes différents à chaque rencontre, etc. Voilà. Donc,
une fois, c'est un peu comme quand on sait lire. C'est-à-dire, une fois qu'on sait lire, on vous met un texte sous les yeux, vous ne pouvez pas faire semblant de plus savoir lire. C'est-à-dire que voilà, une fois que vous savez lire, quoi. Bon, ben là, cette prise de conscience du schéma premier, une fois qu'on a compris qu'on fonctionnait selon un schéma, on va on va le reconnaître de plus en plus rapidement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le désamorcer plus vite. Alors, on y plonge à chaque fois avec la même passion, etc. Et à chaque fois, mais par contre, on va peut-être pas aller aussi loin qu'on est allé la première fois. Ça va peut-être être un peu moins douloureux. On va, puisqu'on aura appris avec toi, Sarah, tout un tas de techniques pour gérer, en fait, pour pas retourner, voilà, pour pas aller trop loin dans la douleur. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là, voilà. Donc ça, c'est vrai que l'astrologie permet de reconnaître ce schéma et donc par conséquent, pas d'y remédier, mais de le reconnaître, parce que le reconnaître, c'est déjà hyper important. Et puis, va permettre aussi la mise à distance. Alors, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, cette carte, elle est vraiment importante en ces termes-là, de mise à distance. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est que tu disais que souvent, on est attiré par des personnes, je t'ai parlé de la lune noire à ce moment-là, par des personnes un peu malgré nous, et ce sont pile des personnes qui vont appuyer sur le schéma douloureux, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, l'attirance, qui est quelque chose qui ne se contrôle pas, nous amène vers ce type de personnes. Alors, c'est ça que je voulais te dire aussi tout à l'heure, j'ai complètement oublié de te le dire. Donc, on est attiré vers ce type de personnes et est-ce qu'on va faire exprès de choisir le malheur? Est-ce qu'on va faire exprès de choisir la blessure? Est-ce qu'on va faire exprès de se mener une vie infernale? Non, bien sûr, on est mu par ça. L'attraction, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va contrôler. Et puis, choisir un autre type d'homme, c'est pas évident parce que justement, il n'y aura pas cette attirance qui fait qu'on va aller vers celui qui fait mal, justement. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est cette ombre, donc on verra souvent des schémas avec la lune noire en astrologie, comme je disais tout à l'heure, c'est cette ombre, en fait, qui cherche à se révéler et qui va rappeler le schéma et qui va permettre de l'éclairer. Et finalement, pour moi, c'est une chance parce que pouvoir l'éclairer, c'est pouvoir le repérer, c'est pouvoir l'anticiper et c'est pouvoir travailler dessus. Alors, ce qui était intéressant dans ce que tu disais sur les flammes jumelles, je ne savais pas que c'était comme ça parce que ce n'est pas trop mon domaine. Tu disais qu'on pouvait rechercher des personnes qui sont soit opposées, c'est ça que tu as dit, soit complètement semblables. C'est ça? Non, oui, en fait, si tu veux, cette allégorie-là, elle raconte l'histoire d'avoir l'impression de faire une rencontre fusion. Voilà. Et donc, la fusion, tu peux la trouver, à mon sens, la fusion amoureuse, en tout cas, dans deux cas. C'est-à-dire être avec quelqu'un qui va tellement te ressembler que tu as l'impression que quand tu es avec lui ou avec elle, tu es complètement toi, absolument toi, et que tu te révèles. Ou alors, justement, quelqu'un qui est tellement différent, bon, du coup, ça complique un peu, mais où tu vas avoir presque cette nécessité d'être avec lui parce qu'il est tout ce que tu n'es pas, il est tout ce dont quoi tu manques et ce vers quoi, du coup, inconsciemment, tu tends, du coup, pour te compléter. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que justement, avec les synastries, donc avec ces superpositions de cartes, on va remarquer que souvent des personnes qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ils vivent une histoire forte et qui vont venir me parler, par exemple, de flammes jumelles. Alors, en général, je leur parle de toi et de tes vidéos parce que ce n'est tellement… Enfin, maintenant, je connais un peu mieux à force de regarder ce que tu as expliqué, mais c'est vrai qu'à la base, je ne connaissais pas. Et ce qui est intéressant de constater au niveau des synastries, c'est qu'on a deux types vraiment précis qui correspondent exactement à ce que tu dis. C'est soit on a des personnes avec qui on va avoir, comme dans la carte que j'ai montrée tout à l'heure, des conjonctions, c'est-à-dire les planètes de l'un sont sur les planètes de l'autre, soit on va avoir au contraire des oppositions. Et il y a le même attrait qu'on soit sur une conjonction ou sur une opposition. Et donc, on retrouve le semblable ou l'opposé dont on parlait dans les flammes jumelles. Oui. Non, mais vraiment, moi, c'est là où j'ai envie de faire une synthèse très claire, c'est qu'en fait, l'astrologie, elle permet, je pense, de visualiser quelque part, de matérialiser concrètement
les aspects de l'inconscient. Alors, voilà, levée de bouclier, voilà, bon, enfin, c'est un constat là que je fais dans notre discussion. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis là, c'est hyper important parce que ça, je l'entends beaucoup. Des gens qui disent, mais voilà, cette histoire est compliquée avec telle personne, c'est fini, mais je ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je ne peux pas, c'est elle, je ne pourrais pas, c'est fini, je ne veux plus personne. Et en fait, alors évidemment, c'est pas un choix, parce qu'on se doute bien que cette personne qui dit ça est en souffrance et a priori est assez désespérée de se dire bah, c'est foutu pour moi, l'autre m'a quitté, mais je n'aime qu'elle, donc qu'est-ce qu'il advient de moi? En fait, donc il n'y a pas la notion de volonté, c'est très difficile. Tu vois, voir un schéma aide à le reconnaître, mais je ne suis pas sûre que la volonté suffise, si tu veux, pour ne pas le reproduire. La volonté ne suffit pas. C'est pour ça ensuite qu'on fait des thérapies style hypnose, EFT, EMDR, parce qu'on va justement agir sur l'inconscient. Mais ce que j'explique à ces personnes qui me disent ça, c'est que finalement, elles ne sont pas amoureuses, enfin si, elles sont amoureuses de cette autre personne, mais ce qui les attache à cette autre personne et ce qui leur fait croire qu'elles ne pourront jamais rencontrer quelqu'un d'autre, ça n'est pas la personne en elle-même, c'est la manière dont elles y sont attachées. Et si tu veux, cette nature-là du lien, qui est un lien de dépendance ou enfin d'autres choses, hein, ça après ça se travaille en thérapie, on ne peut pas avoir de réponse générale, mais c'est ça qui est en fait à désamorcer. Ce n'est pas une question de telle personne ou telle personne, c'est la manière dont je m'attache, c'est une manière dont je m'attache exclusive, fusionnelle, souffrante, insécure, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, si on change le logiciel d'attachement, on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre et à la bonne heure, parce que quand même l'idée dans cette vie c'est d'être heureux, d'aimer, de partager de l'amour, mon Dieu, voilà. Mais tant qu'on a ce type d'attachement insécure ou qu'on se raconte une histoire pleine d'illusions et tout, ben, on reste dans l'immobilisme. Je reviens sur cette idée de présent pour moi qui n'existe pas. Pour moi il n'y a pas de présent, il y a un moment où on construit l'avenir en gérant le passé, hein. Donc moi je suis vraiment dans la croyance du mouvement. Et pour moi, la mort, hein, c'est l'immobilisme. Justement, c'est l'arrêt de la roue, quoi. L'arrêt de la roue et de l'évolution. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Et justement aussi, il me semble que quand on a tendance à répéter comme ça un schéma, ce qui se passe aussi, c'est que on est, tu me diras ce que tu en penses, hein, parce que là, du coup, c'est pas trop de l'astrologie, mais c'est qu'on est souvent en train de vouloir réparer un schéma de base. Je vais prendre un exemple. Mon père est parti quand j'étais enfant, c'est pas mon histoire, hein. Mon père est parti quand j'étais enfant. J'ai pensé qu'il était parti parce que je n'ai pas réussi à le retenir. Il ne m'aimait pas, il est parti avec une autre femme et voilà, je me raconte cette histoire. Donc, je grandis, je rencontre des hommes qui vont à chaque fois être des personnes abandonnantes avec lesquelles j'ai envie de changer l'issue de l'histoire originelle. C'est-à-dire, j'ai envie que dans cette histoire de base que je n'arrête pas de me raconter, ce soit plus la même fin, ce soit cette fois-ci, je vais réussir à le retenir. Et plus je vais, c'est ce que je remarque en tout cas avec les personnes qui me consultent en astrologie, et c'est là où le schéma, moi, m'intéresse, enfin me permet de comprendre ce qui se passe avec la personne, parce que du coup, le schéma va m'indiquer ce qui s'est passé à la base, c'est que cette personne est dans cette volonté absolument de trouver une issue différente à son histoire. Et tant qu'elle est dans cette volonté de réparer, d'avoir une conclusion finale à cette histoire, eh bien, elle est amenée à reproduire. Elle a vraiment le nez dans le guidon. Elle n'est pas encore dans la distance, en fait. Il faut presque qu'elle abandonne cette idée et qu'elle accueille que son histoire a été comme ça et que ce n'est pas forcément sa faute si le père est parti, et qu'elle puisse accueillir cette histoire avec cette imperfection-là pour être attirée, pour que ces attirances justement aillent vers d'autres personnes par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que c'est là en fait tout l'enjeu, hein, des thérapies, c'est que ce process d'acceptation, malheureusement, on serait tous plus heureux s'il y avait un bouton. Bim, j'accepte et je change. Et malheureusement, voilà, malheureusement, c'est pas aussi simple. Mais par contre, là où tu as raison, et je vais juste expliquer à mon sens pourquoi ça marche comme ça, et on revient, hein, sur cette idée de loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne-là rencontre quelqu'un et qu'elle dit il faut que ce soit différent de la dernière fois, il faut que ce soit différent de la dernière fois,
Eh bien, c'est quoi le point de référence? C'est quoi le point d'impulsion? C'est le point de l'échec. Donc, à partir du moment où ça part inconsciemment, énergétiquement, si on a envie de parler de ça, moi je préfère parler d'inconscient, mais si inconsciemment le point de départ, c'est le point de l'échec, on va vers l'échec, puisque le cerveau manifeste ce qui est dans le logiciel. Donc l'idée, ce serait, et c'est vrai qu'on n'y arrive pas tout seul, ce serait de se dire, mais cette histoire marche. Mais cette histoire fonctionne, ou cette histoire va fonctionner, mais de ne pas se le dire, c'est-à-dire que ça aille de soi, quoi. Ça va de soi. Ça, voilà, mais ça se travaille et ça s'acquiert. Vraiment, ça s'acquiert. Et la plupart du temps, moi, je remarque aussi que beaucoup de personnes, et il y a encore une personne avec qui j'ai parlé ce matin, qui a des questions sentimentales parce qu'elle voudrait vraiment construire quelque chose. Et c'est aussi quelqu'un qui était dans une situation complexe dans son travail. Elle me dit non, non, mais le travail, ça va aller, je me fais confiance, je sais que c'est bon. Et c'est vrai. C'est quelqu'un qui est en train de créer son entreprise, c'est un peu complexe, mais bon, elle sait que voilà, dans 2-3 mois, c'est lancé. Et ben donc, ça va exister. C'est-à-dire, elle part avec le truc, non, mais c'est bon de toute façon. Oui, là, c'est compliqué, mais en fait, c'est bon. Donc, la manière dont elle se meut, la manière dont elle se met en action et la manière dont elle interagit avec les interlocuteurs de sa sphère professionnelle, c'est une interaction de réussite et de confiance. Donc, la réussite et la confiance sont manifestées. Voilà, donc il y a quand même, et tu vois, pour revenir sur l'astrologie, alors là, arrête-moi si je me trompe parce que c'est des trucs que j'ai entendus. On dit souvent que quand il y a un retour comme ça de transit, c'est autant de chance, si tu veux, de changer peut-être sa manière de revivre la situation. Et je ne sais pas si toi, tu peux le voir en astrologie, ce moment où finalement le truc repasse. Et on ne le vit plus pareil, finalement. On a changé. Oui, le retour des cycles planétaires, un Jupiter qui revient sur sa position natale, un Saturne qui revient sur sa position natale. Normalement, logiquement, ça ne devrait pas être un cercle, ça devait être une espèce de spirale. Si tu veux. Voilà, c'est jamais vécu de la même manière, mais parfois, il y a des personnes qui restent sur le cercle, justement. Donc, après, il peut y avoir un travail à faire pour sortir de ce cercle, pour arrêter de tourner en rond. Donc, je te propose qu'on passe peut-être vers une conclusion, parce qu'on pourrait parler de longues heures encore, toutes les deux. Alors, donc, la question, finalement, est-ce que, si je reprends ma discipline, est-ce que l'astrologie peut aider à guérir nos blessures, à ne pas reproduire des schémas dont on a parlé? Donc, si je reviens faire un petit récapitulatif de ce que disaient les astrologues de l'Antiquité, on a vu qu'ils se posaient la question déjà, est-ce que les planètes nous influencent ou sont-elles des signes, des signes qui nous avertiraient, qui nous guideraient, hein? On parlait tout à l'heure de langage des dieux. Et qui nous avertirait, on a parlé de divination, au même titre que certains vont regarder en vol d'oiseau les écailles d'une tortue, les entrailles d'un animal. Donc, on est vraiment dans une symbolique, un microcosme qui révèle un macrocosme et inversement, le tout et le petit dans le grand, etc. Donc, ils se sont posés aussi, on a dit, la question du libre arbitre, et puis on a essayé un peu d'en discuter avec Sarah jusqu'à présent. Donc, à quelle part d'action je peux avoir, qu'est-ce qui est déterminé, donc est-ce que ce destin finalement est scellé ou pas à jamais dans notre carte du ciel, et est-ce que je dois le subir, et finalement est-ce que je ne peux rien y faire, et ni l'astrologue ni le thérapeute ne pourront rien y faire puisque de toute façon je dois vivre cette vie. Alors on avait proposé au début justement une réponse un peu normande, hein, comme on dit, c'est-à-dire un peu des deux, hein. Il y a une partie sur laquelle on peut agir et une sur laquelle on ne peut rien, qui est, à mon avis, intéressante à comprendre, et c'est là où je vais reparler des stoïciens et ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'on a vu qu'un schéma pouvait être imparfait et que vouloir le modifier, c'était compliqué, et il valait mieux être peut-être dans un accueil de ce schéma de base, dans la mesure où ce qui va être plus intéressant, ça va être de modifier comment on va vivre ce schéma. On vient de parler
non pas de cercle, mais d'une espèce de spirale, c'est-à-dire de ne pas répéter inlassablement la même histoire. On a parlé aussi de se raconter son histoire d'une autre manière. Et donc, tout ça, c'est des outils qui vont permettre, d'une certaine manière, de se détacher de la douleur, de guérir d'une blessure, de sortir, je dirais, d'une forme d'attitude, enfin de revenir à une forme de spiritualité, parce qu'il me semble que l'astrologue, en fait, doit absolument avoir soit une philosophie ou une forme de spiritualité, et sans du tout tomber dans des choses New Age ou bizarres, hein, mais en tout cas se poser des questions, s'il veut être dans une attitude d'aide avec la personne. Donc, garder une forme d'humilité déjà et se positionner avec des vrais questionnements, accompagner la personne dans ces questionnements, l'aider à se questionner. Est-ce que pour autant l'astrologue va permettre de guérir? Ça dépend ce qu'on entend finalement par le terme de guérison. Non. Voilà, est-ce que si je me suis brûlé la main quand j'avais 2 ans avec la flamme, est-ce que je dois devenir amnésique et est-ce que je dois oublier et répéter tous les jours la même brûlure? Ou est-ce que c'est plutôt intéressant d'apprendre à me servir du feu parce que ça va me permettre de cuire des aliments, ça va me permettre de faire tout un tas de choses, de me faire un feu de bois en forêt et donc d'utiliser le feu tout en sachant qu'il brûle malgré tout, quoi. Donc la brûlure première va m'empêcher, donc c'est ce qu'on appelle une reconnaissance du schéma, prendre du recul va m'empêcher de revivre la même scène, mais en même temps, le feu continue à brûler, quoi, hein. Ça ne dépend absolument pas de moi. Donc, est-ce que l'amnésie est ce qu'on doit rechercher? Non. En revanche, est-ce que je peux mettre à distance ce schéma, l'intégrer, l'accepter et donc m'en servir comme d'une force, hein? On l'a répété, je ne vais pas revenir sur tous les éléments dont on a parlé. Je pense que oui, et que donc l'astrologie peut aider aussi à développer cette aptitude et notamment la notion de responsabilité, de se replacer au centre, qui je sais est importante, cette notion pour Sarah et qui l'est extrêmement pour moi aussi, de se replacer au centre. On a vu qu'on parlait d'être au centre du thème et donc de reprendre, parce que être responsable, c'est pas être coupable. Être responsable, c'est se réapproprier son pouvoir et donc ne plus le laisser aux autres. Donc si on sait qu'on est au centre de la carte et qu'on peut se raconter l'histoire autrement, qu'on peut comprendre grâce à des outils comment on peut utiliser ça comme une force, etc. Eh bien, on se réapproprie notre pouvoir et donc on devient des êtres responsables de nos vies. Et ce n'est pas une formule, c'est très très important de comprendre ce que c'est que la notion de responsabilité et donc qui va de toute façon de pair avec la notion de conscience. Et c'est ça notre plus grande guérison. C'est pas forcément d'oublier la blessure ou de changer l'histoire de départ, mais c'est être capable, puisque ça va dépendre que de moi, est-ce que je peux pas me raconter les choses autrement? Qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux aller voir? Qui peut m'aider, etc. Tout ce que je vais mettre en marche pendant cette tentative de guérison, qui est plus une tentative, enfin, qui est plus finalement un accueil qu'une guérison au sens propre. La cicatrice est toujours là, elle est juste cicatrisée, elle n'a pas disparu, mais elle nous rappelle quand même qu'on a eu mal à un moment donné. Eh bien, voilà, l'astrologie peut aider dans ce sens-là et j'imagine aussi les thérapies, Sarah. Oui, 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 oui. Alors, tu as dit quelque chose qui est extrêmement important. Tu as parlé du feu. Et moi, je trouve que c'est un super exemple parce que le feu, bah oui, ça brûle. Donc, à un moment donné, on arrive à l'utiliser sans se brûler. Mais tant qu'on continue de mettre la main, on se brûle. Et là, en fait, tu soulèves la notion d'apprentissage. Et ça, c'est fondamental. En fait, on ne pourra pas changer l'histoire de notre vie. Ça, voilà. Quiconque vous dirait le contraire, je pense, est un menteur. On ne peut pas effacer sa vie. Et d'ailleurs, quand on utilise le mot guérison, je trouve que c'est
pas un très très bon moment parce que finalement, on n'est pas malade de sa vie. On n'est pas malade de sa vie. Dans notre vie, on a des cicatrices parce qu'on a eu la varicelle, on a des taches de rousseur parce qu'on s'est foutu au soleil sans crème. Enfin voilà, on est marqué. On est marqué, on porte quelque chose et je crois qu'on continuera de porter jusqu'à la fin de notre vie, l'histoire de notre vie. Par contre, tu as dit autre chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas coupable de ça. Alors, on n'est ni coupable ni prisonnier, sauf si on le choisit. Dans le sens où, moi j'aime à dire un truc, il y a un exemple souvent qui me vient, il y a beaucoup parce que je m'occupe beaucoup des histoires d'amour, il y a beaucoup de femmes qui me disent, voilà, un tel vient à 23 heures, il repart à 1 heure du matin, mais moi je suis hyper malheureuse parce que je voudrais qu'on me dîne, machin, puis on ne dîne jamais, on ne propose jamais. Ben là, vous voyez, il y a deux choses. Il y a finalement une forme de schéma répétitif de quelque chose qui est souffrant, désagréable, mais duquel on n'a pas l'idée de sortir, parce que parfois, il suffirait juste, en fait, à 23 heures, de ne pas ouvrir la porte. Il suffirait de ne pas ouvrir la porte. Et il suffirait de dire au moment où le mec prend rendez-vous, non, on se donne rendez-vous à 19 heures. Et puis, si le mec ne veut pas, par exemple, eh bien, à ce moment-là, et là, il y a quand même une question de responsabilité, effectivement, Vanessa, se dire, ok, alors, si vraiment ça me fait du mal, ça me perturbe, alors que c'est douloureux, peut-être qu'il y a un travail qui a entamé. Ou alors de se dire, ok, c'est très douloureux, donc si c'est douloureux, c'est pas pour moi. Donc, je fais autre chose. En fait, la thérapie, elle est nécessaire qu'à partir du moment où on a l'impression de ne pas avoir l'outil pour aller au-delà de la souffrance. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui comprennent, ok, là je souffre, ok, donc je ne le reproduis pas. Ce mec-là se fout de moi, j'arrête la relation. Il y a des gens finalement qui réagissent très très vite. C'est quand ça devient très très long. Et quand ça devient très très souffrant, je crois que c'est important de consulter. Mais là encore, est-ce qu'on pourra changer sa vie? Est-ce qu'on pourra changer sa manière d'agir et de réagir? Probablement pas. Par contre, on pourra en créer une deuxième. On pourra ouvrir d'autres portes. On pourra élargir son panel de réactions. C'est-à-dire un stimulus situation aujourd'hui égale une réaction. Eh bien, par le biais de certaines pratiques thérapeutiques, on va pouvoir multiplier les réactions et avoir juste plus de choix dans sa vie. Et quand on a plus de choix, on est libre, en fait. Et on sera libre de choisir de réagir comme avant ou de réagir autrement. Mais il y a cette notion au cœur de la thérapie qui est de l'apprentissage. On va réapprendre à agir autrement. Et voilà. Donc, tout est ouvert, tout est possible. Et c'est en ça qu'on dit qu'on est créateur de sa vie. En fait, on a la vie qu'on s'offre. On a la vie qu'on s'offre et on a la vie qu'on se fait. Ça, ça paraît toujours un peu violent quand je dis ça, mais on a la vie qu'on accepte. On a la vie qu'on accepte. Quand on ne l'accepte plus, on change. Et moi, souvent, il y a un truc que j'ai constaté, c'est qu'il y a une forme de zone de confort où on est très malheureux, mais finalement pas assez malheureux pour switcher. Donc, moi, je dis souvent, et c'est peut-être un peu rude, mais ça pique un peu, que quand on n'a pas l'énergie de changer, quand on n'a pas l'impulsion de changer, c'est qu'on ne souffre pas assez, finalement. Oui, je suis complètement d'accord, je le dis aussi. Il y a un moment, c'est-à-dire on souffre beaucoup, mais pas au moment où on se dit, là, je vais crever, en fait, si ça continue. Il n'y a pas de renaissance sans mort. Voilà, moi, c'est ce que j'aime à dire. Donc, à un moment donné, il faut que des choses s'arrêtent. Soit par le biais d'une trop grande souffrance, soit par le biais de la volonté, soit par le biais d'une thérapie. Mais il y a un moment donné où il faut qu'il y ait un point de rupture. Oui, ouais. Et c'est vrai que souvent, ça va se faire par une rencontre, par un film, un livre, une chanson, un thérapeute, un astrologue. Ça peut se faire aussi parfois par des déclics. Alors, parfois, il y a un travail à faire et puis parfois, non, on écoute la bonne personne au bon moment ou on rencontre la bonne personne au bon moment et paf, ce qu'on n'avait pas compris ou qu'on avait compris intellectuellement jusque-là, mais pas forcément mis en action, eh bien, on est capable de l'agir, c'est vrai. Ouais, en fait, moi je crois que le déclic, il est pas là, il est à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire, c'est quand il y a une espèce d'intelligence, je pense, du corps à un moment donné. Et c'est ça, en fait, qui va venir déclencher le changement. C'est quand c'est intégré, pas seulement quand c'est compris, quand c'est digéré.
Mhm. Donc, Je ne sais plus voilà. comment il s'appelle, le psychologue. Je ne sais pas s'il est psychanalyste, enfin, il a mélangé psychanalyse et ethnothérapie. C'est pas Nathan Tobiak ou quelque chose comme ça. Là, À vérifier, à vérifier. ouais. Et l'autre fois, j'ai écouté une conférence qui faisait, c'était un cours dans une université, on peut la trouver sur YouTube, cette conférence. Et il disait, les gens arrivent dans mon cabinet et me demandent, changez-moi. Mais un adulte, je ne peux pas le changer, je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Et il disait, le seul moment où un adulte, où on peut aider un adulte à changer, c'est le moment où il est amoureux. Parce qu'en fait, il est complètement dans presque une autre chimie corporelle, etc. Et donc, c'est le moment, en fait, où on est le plus à même de pouvoir avoir des personnes qui sont capables de sortir d'un schéma de répétition, etc., qui sont réceptifs, en fait, et qui prennent conscience. Ouais. Et ben, pourquoi? Parce que c'est formidable ce que tu dis, parce que finalement, l'amour, on dit souvent quand je suis amoureux, je suis pas normal ou je suis comme ça. L'amour, c'est un état de modifié de conscience. Ça veut dire qu'on est un peu différent. Et du coup, c'est exactement cet état que va chercher l'hypnose, hein, par exemple, un état modifié de conscience, donc plus ou moins profond. Mais c'est à ce moment-là qu'on change les structures et qu'on est plus malléable et plus à même du changement. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, non, non, hein, c'est passionnant. Et bah, du coup, Vanessa, est-ce que tu pourrais expliquer, du coup, toi, bah, ce que tu proposes, comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors bon, je propose des consultations type d'astrologie, j'analyse le thème natal, je fais des synastries, comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est-à-dire une analyse de couple. Alors couple, c'est pas forcément un couple d'amoureux, ça peut être entre un père et sa fille, entre deux amis, entre deux personnes. Bon, en général, les personnes qui viennent me voir, c'est plutôt des relations amoureuses. Donc voilà, tout un tas de prestations, mais là, je vais un peu lever le pied dans les mois qui viennent, c'est-à-dire que je vais certainement travailler, j'ai pas encore trouvé la formule, j'attends d'être en vacances parce que j'ai plus de cerveau là, je suis sur la fin, je crois que ça fait 1 an précisément que j'ai pas pris de vacances, je n'arrive même pas à réfléchir à la formule que je vais proposer à la rentrée, donc septembre c'est déjà complet, donc à partir d'octobre je pense faire une série de cours, parce qu'on avait fait une petite série de cours pendant le confinement complètement improvisée avec 2 bouts de ficelle, et là j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de construit, et en live par Zoom, comme on est en train de le faire toutes les deux en ce moment, de pouvoir utiliser les outils, montrer des cartes et donc créer un petit groupe, je verrai, de cours, donc avec un petit groupe de personnes et travailler comme ça en live une fois par semaine. Et j'ai envie d'intégrer pas mal d'astrologie ancienne, justement antique, particulièrement pas médiévale. Et donc voilà, ça va suivre son cours. Je pense proposer ça en 2021. Pour l'instant, je vais commencer par les préparer. Et toi, Sarah, qu'est-ce que… Alors juste les gens, s'ils veulent te contacter, il y a tu as ton site internet, donc qu'on Oui, a mis alors en barre. qui va changer. Là, certainement au mois d'août, ils sont en train de travailler dessus. Donc, je ne sais pas exactement, mais ce sera la même adresse. Mais ne vous étonnez pas si vous ne voyez absolument plus le même design. Ce sera complètement différent. Mais c'est la même adresse. Alors moi, là du coup, je suis en train aussi de créer mon site internet. Ça ira beaucoup plus vite parce que je fonctionne beaucoup par mail. Bon, c'est très très chronophage. Donc bientôt, j'ai un site internet qui va sortir pour proposer justement tout ce que je fais. À partir du mois de septembre et le planning est ouvert, donc vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous reçois en cabinet à Paris. Dans le centre de Paris, donc ce sera très simple de vous y rendre. Je continue aussi les consultations pour ceux qui le souhaitent et qui préfèrent en visio et par téléphone. Des consultations en systémie amoureuse pour régler la problématique amoureuse au sens large, individuelle ou en couple. Et je fais aussi, pour ceux qui le souhaitent, un travail avec la cartomancie, voilà, pour connaître un petit peu les influences. C'est un bon support de réflexion, la cartomancie, donc je continue. Et je propose également de l'hypnose pour ceux qui ont envie de se libérer justement de ces schémas, etc. Donc tout ça à partir du mois de septembre. Et vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez d'ores et déjà prendre rendez-vous.
Et D'accord. voilà. Bon, bah écoute, du coup, Vanessa, merci beaucoup pour ce webinaire. C'était très, très chouette. C'était un petit peu long. Merci à ceux qui ont suivi toute la conversation. Donc, surtout, n'hésitez pas à commenter, soit sous la vidéo de Vanessa, soit sous la mienne. Je pense qu'on sera ravis de répondre quand on le pourra. Mais enfin, moi, j'essaierai de répondre au maximum. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails aussi. Je vous souhaite un très, très bel été à tous. Je pense que vous retrouverez Vanessa très bientôt pour des prochaines vidéos ou pas. Est-ce que tu feras Oui. des horoscopes du mois d'août, Oui, Vanessa? oui, 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 je ferai Ok, ça. bah, moi, vous me retrouverez aussi pour la cartomancie du coup du mois d'août. Et bah, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et à très vite, Vanessa. Oui, alors moi aussi, vous trouverez les coordonnées du site. Je les avais déjà mises sous la dernière pleine lune, les coordonnées du site de Sarah, sous la vidéo, les coordonnées de sa chaîne aussi. Donc, bel été à tous. Prenez du temps, reposez-vous, ressourcez-vous. On ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée. Soyons prêts à tout, accueillons, soyons stoïciens. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt.